Aujourd'hui, on se fait un face-à-face avec deux GT, puisqu'on a une BMW R1300 RT et une Mash 750 GT. Bon les gars, vous enflammez pas, je vais tuer tout le suspense. La BMW est clairement mieux que la Mash. Mais bon, en même temps, c'est normal. Notre version d'essai, là, elle coûte 35 000 €. Alors que la Mash, elle en fait 12 000. En fait, il est là l'angle de notre comparatif, puisqu'on va essayer de savoir dans cette vidéo si ces deux motos valent le prix auquel elles sont affichées. Et comme ce sont deux GT, on va aussi se demander s'il vaut mieux mettre tout son argent dans sa brelle pour affronter vaillamment les kilomètres, ou viser un peu plus bas et garder une bonne partie de son budget pour agrémenter son voyage de moments privilégiés. J'ai pas compris. Bah écoute Laurent, toi tu vas prendre la RT, mais tu vas bouffer du sandwich triangle et dormir sur une paillasse pendant 3 jours. Et moi, je vais prendre la Mash et je vais me faire dérouler château. Non mais il est con lui. Non mais tu déconnes. Les grosses GT ont presque toutes disparu. Outre cette R1300 RT, sa cousine K1600 GT ou encore la Honda Goldwing, les routières bien balèzes se font rares chez les constructeurs. Du coup, quel peut bien être l'intérêt pour Mash de proposer cette 750 GT? On a posé la question à Cima, créateur de la marque, et célèbre importateur bourguignon qui distribue aussi en France Royal Enfield ou encore QG Motor. Réponse, il y avait une opportunité sur un créneau vide de toute concurrence. Ok, pourquoi pas? Mais au fait, elle sort d'où cette moto? Eh bien, c'est une Jedi Kirin rebadgée, une moto chinoise qui, là-bas, équipe notamment la police. Est-elle suffisamment armée pour marquer quelques points face à la RT, référence de la catégorie GT? C'est ce que nous allons voir dans ce nouveau comparo Motojournal. Vous pouvez vous servir du chapitrage dans la barre de lecture pour passer aux différentes rubriques. N'oubliez pas de vous abonner à la chaîne, de cliquer sur la cloche ou de balancer un petit like. Même chose pour le magazine, allez l'acheter en kiosque ou abonnez-vous. C'est en partie grâce à lui qu'on peut faire ce genre de vidéo. Allez, on commence les 3 P avec la BMW. De série, la RT est à 24 400 € et comme d'hab chez BM, si vous cumulez les options, ça grimpe vite, comme notre modèle d'essai qui est à 35 250 €. Elle est annoncée pour 145 chevaux et côté poids, c'est 265 kg. En face, on a la Mash 750 GT. Elle coûte 11 999 €, mais il n'y a rien besoin d'ajouter, tout est dessus. Côté puissance, c'est 74,8 chevaux et côté poids, 250 kg. On va poursuivre avec la revue des tailles et voir si à ce chapitre-là, elles valent leur prix. Et on va commencer par l'esthétique. Là, on prend pas de risque, chacun pense ce qu'il veut. D'ailleurs, Laurent, qu'est-ce que t'en penses, toi, de l'esthétique de nos deux motos? J'en pense que la Mash est plutôt réussie, surtout pour son tarif. Les finitions sont quand même vraiment correctes. Après, bien entendu, la BM, elle a la classe, elle a une finition absolument parfaite. Tout est bien pensé, tombe bien sous la main. Donc voilà, pour son tarif, évidemment. Un petit truc en plus pour la BM à ce niveau-là, quoi. Oui, un gros truc en plus même. Mais moi, esthétiquement, c'est pas des motos dont je raffole, mais je suis assez d'accord avec toi. Je trouve que pour 12 000 balles, ils ont fait un effort. Alors, ça ressemble pas mal à la R1200, voire à la R1250 RT. Mais écoute, si l'idée c'était d'avoir une moto ostentatoire et qui donne un peu de statut, je trouve qu'ils ont réussi. là, c'est réussi. On poursuit avec l'équipement. Et là, c'est important puisque c'est un peu comme ça que la Cima, qui est l'importateur de Mash, justifie les 12 000 € demandés pour la moto. On a un tableau de bord immense, une dalle TFT de 12,3 pouces qui peut se connecter à son smartphone. On a les poignées chauffantes ici, celle chauffante ici. On a aussi l'ouverture des valises électriques, gauche, droite. Bon, faut parler anglais, c'est left, right. On a aussi ça, un petit transpondeur. Du coup, clé main libre, hop, on met ça dans la poche et on allume la moto. Là, bonne vieille prise 12 volts et là, 2 prises USB, A et C. On a encore une caméra avant-arrière, là, un vide-poche qui est étanche et enfin, un gros réservoir de 24 litres. En revanche, il n'y a pas de béquille centrale et ça, c'est bien relou quand il faut entretenir et retendre sa chaîne. Et comme c'est un accélérateur à câble, pas un ride-by-wire, du coup, pas de régulateur de vitesse, pas de traction control et pas de mode de conduite. Alors, est-ce que tout ça vaut 12 000 €? J'ai envie de dire oui et non, parce que c'est vrai que si on compare aux motos japonaises ou européennes au même tarif, oui, la Mash 750 est très bien équipée.
Sauf que suréquiper ces motos, ça c'est un peu une façon de faire des constructeurs chinois. Par exemple, si on prend la Zone Test 703F, elle a quasiment la même chose, sauf que elle coûte 7 999 €. Après, c'est vrai que c'est un trail, c'est pas une GT, et il n'y a pas de bagagerie. C'est au tour de la BMW, avec une question assez simple, comment on passe de 24 000 € à 35 000 balles? Bah déjà, on commence par l'option 719, qui à elle seule coûte 2 200 €. Et dans cette option, on a le coloris, les ailettes déflectrices variables, le guidon forgé, le collecteur d'échappement chromé, ou encore les jantes sport. Ensuite, il y en a pour 7 500 € de pack et haute finition pro. Donc, on a le pack confort avec béquille centrale, alarme, verrouillage centralisé, les valises variables. On a aussi le pack confort, mais pour le passager, avec la selle confort, le top case de grand volume, et attention, poignée passager chauffante. Il y a aussi le pack innovation, avec l'avertisseur de collision arrière. Si un véhicule se rapproche trop, il y a les warnings qui clignotent. Ça, c'est sécurisé, pas mal. On a aussi le phare adaptatif et l'option phare pro. Et on a aussi le pack dynamique. Et dedans, il y a les modes de pilotage pro, les freins sport, et les suspensions dynamiques. Et là, suivant le mode qu'on prend, road ou dynamique, par exemple road, l'assiette de la moto reste un peu à plat. Dynamique, on a la moto avec un peu de précharge qui s'incline vers l'avant pour être un peu plus incisive sur le train avant. Et c'est pas fini. Qu'est-ce qu'on a encore sur notre RT? On a un régulateur de vitesse adaptatif, un système audio, des poignées chauffantes ou encore l'appel d'urgence intelligent. Alors c'est vrai que ça fait beaucoup, vraiment beaucoup d'équipements. Est-ce que ça vaut 35 500 €? Sincèrement, j'ai du mal à vous répondre. Ok, je comprends, il faut amortir tous les coûts d'investissement pour la technologie, ça coûte cher. Et aussi, il y a certaines options qui assurent votre sécurité, et ça, c'est inestimable. Mais bon, 35 500 balles, c'est colossal comme somme. C'est presque le prix d'une voiture, voire même d'une très belle voiture. Alors attends, ok, c'est cher, mais t'as vu comment elle est équipée? C'est vrai, t'as raison Laurent. Allez, bonne note. C'est pas tout de faire le tour du proprio pendant des plombes, une moto, c'est surtout fait pour rouler. En particulier une GT, qui doit enquiller les kilomètres. Si côté protection, nos deux concurrentes offrent de très bonnes prestations, on sent néanmoins que la RT a bénéficié d'une conception plus élaborée. Du dessin de la bulle au rétroviseur, qui servent aussi de protège-main, tout est mieux pensé. L'écart se creuse d'autant plus lorsqu'on attaque les petites routes. Malgré son gabarit imposant, la BMW fait preuve d'une incroyable rigueur. Cerise sur le gâteau, les ingénieurs bavarois ont réussi à rendre leur télélever plus communicatif. Le feeling est meilleur que sur les générations précédentes. On évolue en toute sérénité, surfant sur le gros couple du boxeur pour se relancer vaillamment entre chaque virage. Si vous souhaitez vous marrer un peu, il suffit d'enclencher la cartographie Dynamic Pro et de passer la transmission en manuel. Les suspensions se raffermissent, la poignée des gaz devient plus réactive, le coffre moteur est disponible plus rapidement et le sélecteur se transforme en shifter façon boîte séquentielle pour voiture de sport. Quel kiff! En face, on avait déjà pu percevoir que la Mach ne manquait pas d'agilité. Moteur arrêté ou à faible allure, elle est même plus maniable que la BMW. Toutefois, dès les premiers lacets, on sent comme une mise sur l'angle irrégulière. D'abord, la chinoise plonge à la corde, avant de résister à partir d'un certain degré d'inclinaison. On a l'impression que l'avant se cherche. Si vous enroulez pépère, entre 3 et 4 000 tours, le bicylindre en ligne fait le taf. C'est loin d'être un foudre de guerre, son agrément est limité, il manque de rondeur en bas du contour, mais son couple au mi-régime suffit à mouvoir la 750 sans trop de mal. En revanche, si vous commencez à chatouiller la bête, vous serez vite stoppé par son rire sonore et déplaisant. Quand on tire les rapports, le bloc se met à hurler sans pour autant fournir le moindre coup de pied au cul. Pourtant, niveau appétit, celui-ci reste correct, avec une conso mesurée par nos soins à 6 litres au 100 km contre 6 litres 4 pour la BM. Déjà qu'elle coûte une blinde, la RT est en prime plus gourmande. Allez, tu pourrais m'avancer un plein, je suis un peu juste là. C'est bien beau de faire une moto à 35 000 €, faut assumer derrière. Et le gars, c'est moi qui paye, et en plus, c'est moi qui lui fais le plein, je te jure. Allez, avant de passer à l'avis des rouleurs, on va clôturer ce duel par un petit comparatif de bagagerie, de protection et d'éclairage. Allez, petit test, voir si on peut rentrer un casque intégral dans les valises. On commence par la Mach. Hop, interrupteur. Je fais ça délicatement. On passe à la RT.
hop, on tire là. Et là, petite astuce de cette paire de valises, on augmente le volume avec ce petit système. On a ouvert avec la petite molette. Concernant la protection du pilote, cette vue de face souligne à quel point la RT est étudiée. En position haute, la bulle couvre tout le buste du pilote, ne laissant dépasser que le sommet du casque et très légèrement les coudes. Les déflecteurs empêchent les filets d'air d'arriver sur le torse, alors que les rétroviseurs servent de protège-main. La 750 GT n'a rien à envier à sa concurrente en termes de gabarit. La bulle monte moins haut, mais le pilote est assis plus bas. Là encore, seul le sommet du casque dépasse, mais le bord supérieur de la bulle peut perturber le champ de vision. Il vaut mieux la descendre un peu pour atténuer cette gêne et réduire les remous aérodynamiques. Les avant-bras, ainsi que les mains, mériteraient d'être un peu mieux protégés. Enfin, terminons par l'éclairage. Et là, y a pas photo. La 1300 RT possède sans aucun doute le système le plus efficace de toute la production moto, en particulier quand elle est dotée d'effets additionnels et de l'option Headlight Pro. Elle corrige son assiette pour bénéficier en permanence d'un éclairage optimal. De plus, l'intérieur des virages est parfaitement visible. En termes de puissance et de profondeur, la GT s'en sort avec les honneurs, malgré quelques zones moins homogènes. Tant que l'on roule en ligne droite, ça va. En revanche, dès que l'on attaque sur les routes sinueuses, la différence avec la BMW saute aux yeux. L'intérieur des virages reste sombre, alors que le champ de vision se réduit dès qu'on touche au frein avant. Après cette journée de boulot bien remplie, on avait clairement mérité un bon repas. C'est bon ça. C'est bon, quoi. Ça va. Eh, mais tu m'as pas dit que tu roulais avec un pote? Si, mais il a acheté une RT. Puis, on est directement allé se coucher, parce que bon, le lendemain, il y avait quand même 800 bornes de petites routes pour rentrer à la maison. T'es sûr que tu veux pas un autre coussin, hein? Non, non, ça va. Allez, bonne nuit, hein. Ouais, bonne nuit. Alors, les plus, les moins de la BMW R1300 RT. Pour moi, ce qui ressort le plus de cette moto, c'est sa disparité entre son gabarit et l'efficacité sur la route. Et la facilité avec laquelle on peut rouler vite, partir d'un virage à l'autre, avec cette moto quand même qui est impressionnante, et le poids est là, il n'y a pas de doute. Je ne pensais pas rouler aussi vite dans des virages avec une moto de ce gabarit. Cette BM, c'est quand même un sacré outil, notamment avec une partie cycle qui est presque irréprochable et qui est surtout qui vous facilite la vie et qui s'associe parfaitement avec ce 1300 qui est très coupleux. C'est-à-dire qu'on arrive vraiment à rouler sur un filet en enroulant avec un sentiment de sécurité qui est assez rare sur une moto de ce gabarit-là, quoi. Il y a une espèce d'équilibre général, que ce soit de partie cycle, de frein, de protection, de moteur, de confort, de facilité aussi dans les virages. Ça m'a bluffé, je m'y attendais vraiment pas. Ce que j'aime bien avec cette 1300, c'est qu'elle est un petit peu plus sportive que pouvait l'être la 1250, déjà par son gabarit, qui est un peu plus étroit, un peu plus compact. Je préfère ça à la 1250 qui était quand même très balèze, notamment au niveau de la face avant. Et on a même une position de conduite légèrement sur l'avant. On se sent pas comme ça en arrière. On domine la moto malgré son gabarit. Et son gabarit d'ailleurs, on l'oublie dès qu'on roule. Que moi je trouve agréable parce qu'elle n'enlève pas trop de confort. C'est-à-dire qu'on sent assez bien tout en sentant bien le train avant dans les virages. Et ça c'est cool. J'ai bien aimé aussi la boîte automatique, pas forcément dans son fonctionnement automatique où je trouve que par rapport au DCT, c'est pas au niveau. Par contre, je trouve que le concept de laisser un sélecteur avec une boîte à assistance électronique, c'est-à-dire que là vous avez un sélecteur qui est juste un interrupteur, vous passez les rapports, et c'est génial. Vous avez presque le shifter parfait pour un flat BMW. Et notamment si vous avez besoin de passer un rapport au rétrogradé en virage, ça fait pas bouger la moto. Le concept boîte auto sélecteur, je vote pour. J'aime bien aussi la différence qu'on peut avoir entre les modes de conduite. C'est-à-dire qu'à partir du moment où on met en mode dynamique, qui relève légèrement l'arrière de la moto, et on sent qu'il y a vraiment une incidence sur le train avant. Et si on se met en mode road, on voit que la moto se remet un peu plus avec une assiette horizontale, les suspensions deviennent plus souples, et même ça joue sur la boîte automatique. Et donc on a vraiment deux différences, si vous voulez une conduite plus smooth ou une conduite plus efficace. Petit point sur le moteur, à mon sens, qui est un plus, c'est-à-dire que voilà, il y a beaucoup de couples, mais il y a aussi un côté joueur plus haut dans les tours. C'est assez rare de devoir tirer dans un flat, ça fait quand même 145 chevaux, donc pour ceux qui veulent s'amuser, voilà, à partir du moment où vous passez les mi-régimes, il y a quand même un peu d'allonge. C'est sûr que ça va pas forcément avec le caractère GT de la moto, mais si vous voulez vous amuser, vous avez un moteur pour. Bien que ce soit sur le couple, il est le plus agréable. Évidemment, il y a plein d'options, plein d'outils technologiques. Là, on a une version full équipée. Et il y en a qui sont, pour moi, assez efficaces. Voilà, les poignées chauffantes, tout ça, elles chauffent vachement bien. Le régulateur de vitesse, c'est top. Régulateur adaptatif, moi, je suis un peu moins fan. On a aussi, là, l'option 719, c'est que du cosmétique, mais ça fait une belle moto. Voilà, donc c'est vraiment
très 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 équipée, avec une bonne partie des options qui sont chères, mais qui servent à quelque chose, notamment au niveau de la sécurité, je le rappelle. À mon avis, pour un outil technologique comme ça, c'est pas mal. Et enfin, on a voilà, ce poids à l'arrêt qui est vraiment conséquent, mais dès que vous commencez à rouler, la moto devient hyper légère, et notamment elle a un rayon de braquage qui est hyper efficace, donc pour se faufiler en ville, pour faire demi-tour sur les petites routes. Et je reviens un peu, ça m'a fait penser à ça, roulage de nuit, on a fait test des éclairages que vous avez pu voir. Je crois que j'ai rarement, même jamais essayé une moto qui éclaire à ce point la nuit, qui s'adapte autant aux évolutions de la route, virages, bosses, trous, c'est incroyable. Alors après, ces défauts, j'en ai trouvé assez peu, je dois dire. Le principal, et pour moi qui serait rédhibitoire, c'est vraiment ce poids à l'arrêt. C'est vraiment très très lourd pour manœuvrer, c'est assez effrayant. Relever la moto si vous êtes garé un peu en dévers, c'est galère. On la relève pas tout seul, ou alors on se bousille le dos. La manipuler dans votre garage, c'est galère, notamment avec la boîte auto. En fait, il faut mettre le contact pour enlever le frein de parking, sinon la moto est bloquée. Voilà, c'est une grosse bécane, c'est sûr, et vous le ressentez, moteur arrêté, quoi. Contrepartie de toute cette technologie, c'est qu'il faut arriver à tout comprendre et c'est pas hyper simple. Il faut un peu être habitué dans la navigation, dans les menus BMW, il y a des boutons qui servent de raccourci, il faut arriver quand même déjà à calibrer un peu sa moto pour arriver à se servir des options qu'on désire et d'y accéder rapidement. Un gros point faible de cette moto, comme beaucoup d'autres, c'est qu'il n'y a pas de commodo rétroéclairé. Et hier on a roulé un peu de nuit pour rentrer, pour trouver les boutons quand vous voulez changer de mode, si vous voulez mettre la boîte auto, boîte manuelle, voilà, c'est une vraie galère, quoi. Donc sur les motos comme ça, je comprends pas qu'il n'y ait pas des commodos rétroéclairés à partir du moment où il y a autant de fonctions auxquelles on doit accéder, y compris la nuit quand on roule, quoi. Bon, la question initiale de ce comparo, est-ce que cette moto vaut 35 500 €? Est-ce que ça les vaut? D'abord, je les ai pas, contrairement à une certaine légende. C'est difficile à juger parce que déjà, il faut avoir les moyens. Alors celui qui a 35 000 balles, il va dire, moi je peux me l'acheter, donc voilà, ça rentre dans son cahier des charges et dans son budget. En tout cas, ils sont justifiés par quand même beaucoup de choses et par la qualité globale intrinsèque de cette moto. Moi, je trouve que c'est extrêmement cher. Voilà, ça fait quasiment le prix d'une voiture. Par contre, quand on voit tout ce qu'il y a comme techno, quand on voit à quel point ça peut vous aider au niveau de la sécurité, quand on voit le travail de conception, je comprends que ça puisse valoir ce prix-là. Et à la limite, je trouve que ça se justifie plus d'avoir 35 000 € à débourser pour cette R1300 RT qui est de conception hyper récente, par rapport à une Goldwing qui peut être à 37 000 €, alors certes qui a un 6 cylindres incroyable, qui a en plus le DCT, mais voilà, la conception est plus ancienne, la moto est plus ancienne, le tableau de bord et tout ce qui accompagne la Gold, c'est quand même assez daté, que là, voilà, vous payez la techno, mais vous payez aussi l'agrément sur la route, vous payez l'efficacité. Honnêtement, si quelqu'un veut une grosse routière quasi parfaite et qu'il a 35 000 € sans problème, il peut aller aussi dans les relais châteaux, je crois qu'il faut pas hésiter. Et si vous avez les moyens, faites-vous plaisir. Mais bon, je trouve que c'est cher quand même. Alors, les plus, les moins de la Mach. On va commencer par les plus, j'ai envie de dire que ça va aller un poil plus vite. Elle a un super équilibre à faible allure. Il y a une maniabilité qui est assez bluffante. Parce que c'est une moto volumineuse, qui est lourde, 250 kg annoncé. Ou même à la relever, on peut la relever quand elle est un peu en dévers. Mais alors quand vous partez, manipulation à l'arrêt ou dans un parking ou en ville, c'est assez bluffant parce qu'elle est assez agile. L'autre côté sympa, voilà, c'est cet aspect statutaire, grosse moto, c'est assumé, c'est même revendiqué. J'ai vraiment l'impression d'être sur une vraie GT avec le statut d'une GT. Elle a un look qui est voyant, elle a une couleur là, dorée qui est plutôt sympa. Voilà, si vous voulez une moto pour qu'on vous remarque, ça peut faire l'affaire. Évidemment, les avantages d'avoir une telle face avant volumineuse, c'est la protection, qui est plutôt pas mal. Et puis le tester en venant aussi sur l'autoroute comme la BM. Les jambes, le buste, la bulle, tout ça vous protège bien. Peut-être un petit bémol au niveau des mains, parce qu'on sent que les rétros, à la différence de la BM, ils n'ont pas été forcément étudiés pour servir de protège-main. Voilà. Et puis les petits béquets, là, les petits ailerons, ils dévient pas assez l'air. Vous pouvez avoir froid ou avoir les mains mouillées, notamment parce que les poignées chauffantes, elles fonctionnent pas de ouf. Alors après, c'est vrai qu'à côté, on a la BM, déjà en mode 1, voire en mode 2, vous avez super chaud aux mains. Donc là, on a un différentiel assez énorme entre les deux motos, quoi. Vous allez voir qu'après, je vais en parler dans les moins, mais je vais mettre un petit plus sur le moteur. Et en roulant vraiment très très cool, ce qui n'a pas été notre cas, mais si on roule super cool, j'ai testé quand même plusieurs fois. Il fait le taf. À mon sens, il a un avantage assez sympa, c'est que presque il vous oblige à respecter les limitations de vitesse. C'est-à-dire que vous restez sur 4000, 5000 tours, pour éviter le bruit notamment. Il a un couple agréable, pas conséquent mais agréable. Donc dans ces conditions de tourisme tranquille, en restant sur cette plage de régime, il est presque agréable. Et la selle est plutôt confortable comme ça sur le principe. En l'absence de shifter, je trouve que la boîte aussi est assez agréable et précise.
ce qui est un bon point pour une mécanique classique. Ah, par contre, c'est une vraie qualité, c'est le freinage qui est surprenant parce qu'on a quand même une moto assez lourde. Ça freine tout à fait correctement. Il est efficace, on a un bon feeling notamment sur le frein avant, on peut le garder un petit peu pour rentrer en virage. L'arrière, à mon sens, il manque légèrement de puissance, mais la moto s'arrête bien et voilà, je trouve que l'association puissance et feeling, bah, c'est pas mal. Alors, sachant que voilà, il y a du matos Brembo, mais pour le coup, qui est efficient et ça, c'est bien. Dans le même esprit, il a aussi des pneus Plyotro de 6. Au moins, on est en confiance avec les freins et les pneus, ce qui est déjà quand même un point essentiel en moto. Enfin, dans les plus, bon bah voilà, c'est l'équipement, on en a fait une liste, il y a quand même pas mal de choses. Vous n'avez pas besoin, comme sur la BM, de rajouter des packs et des options. Là, vous avez pas mal d'options, voilà, poignée chauffante, tout ça, on les a tous cités dans la vidéo. Donc, elle est quand même plutôt bien équipée. Alors, les moins, là par contre il y en a un peu plus. Premier point faible de cette moto, c'est la distance selle repose-pied. Elle est vraiment trop courte, vous avez les jambes trop pliées. Dans cette moto, je me suis retrouvé dans une espèce de cuvette avec donc les bras un peu en avant, les repose-pieds qui m'arrivaient là. Donc j'ai cette espèce de custom avec les pieds, avec les jambes pas en avant quoi. Donc c'est assez curieux. Et pour une moto qui est censée vous faire rouler longtemps, une GT qui est censée être confortable, à mon sens c'est rédhibitoire. Alors moi je fais 1m80, j'ai les pieds qui sont parfaitement posés au sol. Je pense que les plus petits gabarits seront ravis d'avoir les fesses si bas et les pieds bien posés. Mais si vous êtes 1m75, 1m80 et plus, ça va être compliqué. Peut-être en option, une selle plus haute avec plus de mousse qui vous mettra plus haut. Vous n'allez pas perdre en protection parce que la bulle, elle monte assez haut. Par contre, vous serez beaucoup plus confortable et vraiment rouler longtemps avec les jambes pliées, c'est pas très agréable. Bah, on va reparler du moteur, c'est-à-dire que, ok, si vous roulez cool, tout ça, ça le fait. Par contre, à mon sens, pour une moto si grosse, il manque quand même cruellement de couple et d'agrément. Bah, sur une grosse GT comme ça, je m'attendais à un moteur quoi, c'est-à-dire chose qui m'emmène sans forcer. Voilà, vous n'avez pas envie de tirer dans les rapports pour une moto qui est censée vous emmener voyager, vous avez plutôt envie d'enrouler sur le couple et là c'est difficile. Il manque de souplesse d'abord parce que en dessous de 2000 tours elle cogne. Sur une GT, sur une moto un peu touriste, c'est un peu embêtant. Notamment si vous êtes en montée, comme là nous on était en Ardèche donc ça grimpe, il y a des sorties de virage assez serrées. Si vous êtes à deux et si vous êtes à deux chargés, je pense que là vous allez avoir un peu de mal à ne pas tirer dans les rapports en montagne et c'est dommage parce qu'en plus le moteur est très bruyant, c'est pas un bruit très agréable. En plus du bruit, on a aussi des petites vibrations. Alors, elles se ressentent pas trop dans les mains, les pieds ou les fesses, mais par contre, voilà, ça fait vibrer la console. Quand vous roulez sur autoroute, toutes les petites écritures, elles vibrent légèrement. On était à 140 km/h, vous êtes à peu près à 4500, 5000 tours. Bah, c'est une plage de régime où vous avez des petites vibrations un peu partout qui se voient mais qui se ressentent pas trop. Alors après, il y a la partie cycle. Je ne sais pas effectivement si c'est parce que je suis posé bas en arrière et du coup je maîtrise pas mon train avant. Vous avez une mise sur l'angle qui est assez étrange, donc comme elle est maniable. De prime abord, elle y va tout de suite parce qu'elle a cette direction qui est vraiment très très légère. Mais par contre après elle va vous donner l'impression de soit tomber soit résister. Alors est-ce que c'est les suspensions? Je pense que l'amortisseur arrière il manque quand même de débattement déjà pour le confort. Mais il y a une espèce de flottement, enfin... Il faut quand même vraiment un temps d'adaptation pour arriver à conduire la moto de façon naturelle. Et puis en sortant du virage, quand je le voyais partir, je disais c'est pas grave, je vais me refaire. Enfin, je me faisais pas parce que il y avait pas de patate donc... Encore une fois, il y a des options, mais je trouve que les poignées chauffantes, elles manquent de puissance, la selle pareil. Les finitions générales, je dirais que c'est plutôt pas mal. C'est-à-dire quand on regarde la moto, la peinture, elle semble de qualité, même si on voit qu'il y a déjà des petites rayures qui sont apparues sur les valises. Et c'est pas nous, je jure. Par contre, quand on s'approche un peu de près, voilà, on voit qu'il y a des choses qui vont peut-être mal vieillir. On a déjà des boutons sur la commande qui fonctionnent une fois sur deux. Bon, le vide-poche, l'ouverture, peut-être qu'avec le temps, ça peut se dégrader. Et pareil, un peu les boucles qui servent à accrocher ce que vous allez mettre dans la bagagerie. On sent que le plastique est assez fragile pour mettre et déclipser. À mon avis, il faut faire assez attention à tous ces petits points-là. Évidemment, il faudra voir avec le temps comment ça va vieillir. Là, c'est un essai sur un temps assez réduit, quoi. Que ce soit compteur de vitesse ou compteur kilométrique, il y avait un sacré gap avec la BM. Alors, c'est pas hyper bien calibré, hein. Voilà, on a fait un plein, il y avait 220 km sur la mâche, 190 sur la BM. Quand vous roulez à allure régulière sur autoroute, vous êtes à 145 avec la mâche, c'est en dessous de 140 avec la BM. Voilà, il y a quand même des petits points de détail qui sont pas au niveau et je pense qu'on n'a pas encore étalonné le compteur, mais je ferai plutôt confiance à BM pour ça, qui est réputé pour ses compteurs assez précis quand même. Alors la question centrale de ce comparo vis-à-vis de la mâche, est-ce que ça vaut 12 000 €? C'est difficile de répondre à cette question parce que à 12 000 €, on a des tas de motos que moi j'aime beaucoup. Sur certains points, oui, sur d'autres, non. Et globalement, à la fin de cet essai, quand on ajoute les performances dynamiques, etc., moi je pense qu'elle vaut pas 12 000 €. Déjà, ça la met en concurrence avec des motos comme la Tracer 9 ou la Tiger Sport 800 qui sont certes pas des GT, mais qui sont quand même bien au-dessus d'un point de vue dynamique. Mais qui sont tellement plus cohérents, tellement plus agréables, avec des vrais moteurs, des vrais parties cycles. Donc si vous avez cette somme-là et que vous regardez ce que vous pouvez acheter,
vous allez voir qu'il y a de la concurrence. Si vous voulez une GT, évidemment, il n'y en a pas à ce prix-là. Pour les amateurs du genre, elle va arriver comme un choix potentiel. Mais 12 000 euros, pourquoi pas si on considère tous ces équipements et ces prestations du moment qu'on y va tranquille, quoi. Si Mash voulait faire un vrai gap, je pense qu'à 10 000 euros, elle aurait trouvé une plus grande cible et à mon sens, elle aurait mieux légitimé son tarif. Il y a quand même pas mal de petits défauts qui sont pas faciles à justifier quand on coûte 12 000 euros parce que c'est quand même une somme qui commence à être importante. Encore une fois, où commence à y avoir de la concurrence sérieuse. Donc pour moi, elle vaut pas 12 000 euros. Bien sûr, elle en vaut pas 6 parce qu'il y a quand même pas mal de matos. Mais je dirais qu'à 10, elle serait mieux placée sur le marché et surtout, elle ouvrirait une clientèle plus large. C'est-à-dire des gens qui se diraient « Ah ouais, là quand même, à 10 000 balles, j'ai une moto cossue avec laquelle je peux voyager. » Après, il reste une vraie question aussi par rapport à ces 12 000 euros. C'est, j'ai parlé des modèles que vous pouvez acheter neufs à 12 000 euros. Mais il y a aussi toute une flopée de motos dans l'esprit de la RT, peut-être une génération précédente ou d'autres modèles en tout genre, bien équipés, bien protégés, et qu'on peut toucher à 12 000 euros en occasion. Donc ça, c'est une vraie question. Est-ce qu'on met 12 000 euros dans une Mash neuve ou dans autre chose qui en plus, les autres choses sont aussi beaucoup plus difficiles à revendre, parce que la vraie question aussi, c'est ma Mash dans 5 ans, je la revends comment, à combien, et est-ce qu'on me la prend, quoi. Et ça, c'est vraiment une question existentielle.